On July 20th, 1973, Bruce Lee died tragically at the age of 32. He was an action hero, a cultural icon, a martial arts legend on the cusp of superstardom. It was total shock. I mean, how could that be? In this envelope are Bruce Lee's death files. Official documents from the court inquest into his... Lorsque la porte du garage grinça en s'ouvrant, personne ne savait à quoi s'attendre. Mais ce qu'ils découvrirent à l'intérieur de la propriété de Bruce Lee laissa tout le monde sans voix. Ce n'était pas simplement une collection de voitures. C'était un manifeste sur roues, un plan de vie d'un homme qui avait transcendé le cinéma, la culture et le combat. Dans le silence taché d'huile se tenait une histoire figée dans le temps, des symboles d'ambition, d'identité et d'appartenance. Certains objets étaient inestimables, d'autres étranges. Tout cela représentait Bruce Lee. Et pour la première fois depuis sa mort soudaine, le monde allait découvrir ce qu'il avait vraiment laissé derrière lui. Regardons de plus près. Le jour où la porte s'est enfin ouverte. La mort de Bruce Lee le 20 juillet 1973 provoqua une onde de choc à travers le monde. À seulement 32 ans, il mourut au sommet de son art, quelques semaines avant la sortie de l'Opération Dragon. L'après-coup fut immédiat, frénésie médiatique, enquête et deuil des fans à travers le globe. Mais alors que le monde se focalisait sur les théories et les autopsies, un mystère plus discret restait scellé. Son garage, un lieu que peu imaginer renfermer des secrets qui allaient bientôt laisser le monde sans voix. Pendant des années, le garage resta verrouillé, d'abord par respect, puis par nécessité légale. Avec Linda Lee gérant l'héritage et affrontant les procès, les interviews et le chagrin, le garage devint quelque chose d'oublié et de sacré. Ce n'est que quelques années plus tard, alors que la maison était sur le point d'être vendue, qu'une équipe d'inventaires, chargée de cataloguer les actifs de l'héritage, souleva enfin la lourde porte du garage. Ce qu'ils trouvèrent choqua même les plus proches de lui. Au centre trônait une Mercedes-Benz 350 SL rouge de 1972, recouverte de poussière sous une bâche qui couvrait à peine le véhicule, mais dégageant toujours une aura de puissance contrôlée. Une voiture européenne haut de gamme n'était pas seulement un moyen de transport. C'était un symbole de statut. Dans une industrie encore lente à accepter les acteurs asiatiques, le garage de Bruce Lee révélait un homme qui comprenait que l'image comptait à Hollywood. La voiture n'était pas un luxe choisi au hasard. C'était un symbole d'arrivée. Lorsque Lee et sa famille retournèrent à Hong Kong juste avant sa mort, ce symbole de statut l'accompagna, probablement comme un rappel qu'il avait accompli ce que peu d'autres avant lui avaient fait, conquérir Hollywood en tant qu'acteur asiatique. À côté de la Mercedes se trouvaient des caisses, certaines remplies d'équipements d'arts martiaux, d'autres empilées avec des boîtes étiquetées de la main de Bruce, scripts, effets personnels, équipements d'entraînement. Il y avait même un dossier vert marqué Rolls RR, contenant plus tard des lettres de concessionnaires et des reçus de paiement. Pour ce présent, le garage offrait un regard rare et sans filtre sur Bruce Lee. Pas l'icône de l'écran, mais l'homme en dehors. Les objets étaient restés intacts depuis sa mort, figés comme des reliques, attendant d'être redécouverts. Ce n'était pas juste un garage. C'était un autoportrait fait d'acier, de sueur et de vitesse. Et la Mercedes ? Sa présence n'était pas seulement personnelle, elle était politique. À une époque où Lee luttait encore pour des rôles principaux, être vu dans une telle voiture disait ce que Hollywood n'était pas prêt à admettre. Bruce Lee appartenait pleinement, publiquement, définitivement, visible dans les rues de Hong Kong. C'était un coup de force. Et ce n'était que le début de ce qu'ils trouvèrent. Tonnerre rouge, la Mercedes-Benz 350 SL de 1972. Dans le silence poussiéreux du garage de Bruce Lee, la Mercedes-Benz 350 SL rouge de 1972 brillait comme un projecteur. Basse, élégante et indéniablement européenne, la voiture était la fierté de Lee, un choix délibéré, pas un achat impulsif. Ce n'était pas la voiture la plus exotique d'Hollywood, mais pour Bruce, elle envoyait exactement le message qu'il voulait. Statut, sophistication, surtout, appartenance. La 350 SL n'était pas une question de puissance brute. Elle était une question d'équilibre, tout comme Lee lui-même. Propulsée par un moteur V8 de 4,5 litres et enveloppée dans une carrosserie conçue pour une précision nette, la voiture incarnait le contrôle, reflétant son obsession pour la performance et la discipline. Posséder une décapotable de luxe allemande au début des années 70, surtout en tant qu'acteur asiatique en pleine ascension, n'était pas seulement une question de goût. C'était une déclaration. Bruce Lee ne faisait pas que passer par Hollywood. Il y était arrivé et comptait y rester. Des photos du tournage de l'Opération Dragon le montrent arrivant dans la SL,
descendant avec la même froideur détachée qu'il apportait à l'écran. Ses amis se souvenaient des trajets nocturnes sur Sunset Boulevard, le toit ouvert, ses lunettes aviateurs sur le nez. Dan Azanto, un étudiant proche et collaborateur, a un jour remarqué, Bruce ne conduisait pas seulement cette voiture. Il bougeait avec elle. C'était une extension de lui. Lorsque le garage fut ouvert après sa mort, l'état de la voiture était étonnamment bien préservé. Le cuir était craquelé mais intact. Le tableau de bord contenait encore ses lunettes de soleil préférées. La boîte à gants renfermait des enveloppes pliées du DMV de Californie et un reçu d'un lavage de voiture à Los Angeles daté du 18 juillet 1973, 2 jours avant sa mort. Ce n'était pas une pièce d'exposition. Elle était bien utilisée et bien aimée, et cela se voyait. Cette voiture avait clairement été utilisée régulièrement. C'était la fierté et la joie de Bruce. Mais au-delà de ses détails techniques et de son histoire, la Mercedes révélait quelque chose de plus profond sur Bruce Lee. Dans une industrie où la perception régnait, cette voiture faisait partie de son armure. Il n'était pas seulement un artiste martial. Il était une star, et la Mercedes l'aidait à projeter cela. Elle le distinguait du stéréotype de l'asiatique humble et soumis, un rôle qu'Hollywood essayait de lui imposer à maintes reprises. Il refusait d'être défini par des limites. Ainsi, il choisit une voiture capable de tenir la route sur Mulholland Drive ou Sunset Strip, une voiture qui attirait les regards lorsqu'elle était garée devant le château Marmont ou les studios Golden Harvest. Quelque chose qui disait sans mots, « Je ne suis pas un visiteur ici. J'y appartiens ». Lorsqu'il retourna à Hong Kong, la voiture racontait l'histoire d'une star d'Hollywood. Pour ceux qui découvrirent la voiture après sa mort, le message résonnait toujours fort. De toutes les choses trouvées dans le garage de Bruce Lee, rien ne capturait sa philosophie, son combat pour la reconnaissance, comme la Mercedes rouge. Mais dans sa vie, Bruce Lee avait jeté son dévolu sur d'autres voitures qui lui offraient ce statut de star. Et il n'y avait pas de meilleur homme à imiter en matière de voiture que Steve McQueen. La Porsche qui lui a échappé. L'appétit de Bruce Lee pour la performance ne se limitait pas aux arts martiaux. Il était fasciné par les machines exigeant de la discipline, des véhicules conçus avec la même précision qu'il exigeait de son propre corps. Il n'est donc pas surprenant qu'au début de 1973, Bruce Lee ait sérieusement envisagé une Porsche 911 Targa, en particulier un modèle argenté de 1968. Élégante, agile et célèbre pour avoir été conduite par Steve McQueen. Selon Linda Lee, Bruce admirait depuis longtemps le charisme naturel de McQueen, mais il ne voulait pas l'imiter. Il voulait être considéré comme son égal. À Hollywood, la voiture que vous conduisiez comptait. La Porsche n'était pas seulement rapide. C'était une déclaration, un pont entre l'icône des arts martiaux et la royauté du cinéma américain. Cette Porsche signifiait quelque chose pour Lee, et il la convoita pendant des mois. D'après l'histoire, Lee mentionna son intérêt à McQueen, qui lui proposa de l'emmener faire un tour sur Mulholland Drive. Ce qui suivit ne fut pas un essai routier ordinaire. McQueen, coureur amateur entraîné, poussa la voiture à fond à travers des courbes étroites et des pentes abruptes. Il rétrograda agressivement, serra les virages aveugles, selon les dires, arborait un sourire tout le long. Bruce, habituellement posé, ne fut pas amusé. À un moment, il aurait dit qu'il tuerait McQueen et qu'il ne conduirait plus jamais avec lui. La leçon de conduite de McQueen avait un but, cependant. La Porsche 911 S Targa était une machine. Il fallait savoir ce qu'on faisait pour la conduire. Et apparemment, McQueen n'avait pas beaucoup confiance en les compétences de conduite de son ami. Dans son garage, ce moment semblait perdurer sur papier. Dans une boîte en carton étiquetée « Auto », les gestionnaires de l'héritage découvrirent une demande d'information d'une page adressée à Beverly Hills Porsche Audi pour une 911 S Targa, accompagnée d'une note manuscrite attachée. Trop rigide, pas pour les rues de là, était-il écrit, signé simplement B. C'était du pur Bruce, concis, pratique, honnête. Il avait convoité la voiture pendant des mois, mais une fois qu'il l'avait essayée, elle ne répondait pas à ses critères. Ou plutôt, McQueen l'avait rebutée. Pourtant, son intérêt pour la Porsche ne disparut pas complètement. Dans un tiroir près de son établi se trouvait une maquette miniature de la voiture exacte. Un souvenir? Un rappel? Personne ne le sait. Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est ce qui n'était pas là. Bien que Bruce ait finalement acheté une Porsche, aucun véhicule physique de ce type ne fut trouvé dans le garage après sa mort. Pas de document de propriété, pas de carnet d'entretien, juste la demande, la réplique miniature et l'anecdote. Il est possible qu'elle ait été vendue avant le déménagement à Hong Kong.
La voiture de ses rêves n'a peut-être pas été à la hauteur de ses attentes. Les fans espérant des réponses dans le garage furent laissés avec seulement des fragments et une légère déception. Mais ce que cet épisode révéla sur Bruce Lee perdura. Il ne courait pas après des objets clinquants. Il recherchait le contrôle, le sens et la fonctionnalité, que ce soit dans la chorégraphie, la philosophie ou la puissance. La Porsche aurait pu être le symbole ultime de statut, mais elle ne pouvait remplacer sa bien-aimée Mercedes-Benz. J'ai tout laissé là-dedans, la note manuscrite. Tout ce qui fut trouvé dans le garage de Bruce Lee n'était pas fait de métal, de cuir ou de chrome. Certaines découvertes n'avaient pas de puissance, juste du poids. Parmi les outils, les plans et les documents liés aux voitures découvertes dans les années suivant sa mort, un objet laissa tout le monde sans voix. Une petite carte tachée de graisse, épinglée sur un tableau de liège au-dessus de son établi. En encre bleue délavée, on pouvait y lire simplement « J'ai tout laissé là-dedans ». Pas de signature, pas de date, pas de contexte clair, mais l'écriture était indéniablement celle de Bruce. Ces 6 mots, griffonnés en lettres majuscules pressées, ont suscité plus de spéculations que tout ce qui fut découvert dans le garage. Était-ce une métaphore? Une instruction littérale, une réflexion cryptique? La carte se trouvait parmi des listes de numéros de pièces, des notes de chronométrage et des schémas pour des équipements d'entraînement. Sur l'étagère en dessous, des composants de moteur, des cordes à sauter, des coussinets de frappe et un script annoté pour le jeu de la mort. Certains pensent que la note faisait référence à ces véhicules, symboles de statut qu'il désirait autrefois mais qu'il était prêt à abandonner. D'autres pensent qu'elle concernait son équipement d'entraînement sur mesure, dont certains qu'il avait inventé lui-même. Plus philosophiquement, cela pourrait être une résignation silencieuse, un moment d'introspection. Peut-être Bruce reconnaissait-il que tout ce vers quoi il avait travaillé ou discipline, héritage, perfection était stocké non pas sous les yeux du public, mais dans cet espace privé et encombré. Le garage n'était pas seulement un lieu de stockage. C'était le dernier endroit qu'il pouvait pleinement contrôler. Pour ceux qui le connaissaient, la note semblait être un message destiné à quelqu'un de spécifique. Peut-être Linda, peut-être ses enfants, ou même son futur lui. J'ai tout laissé là-dedans, ne sonnait pas comme un regret. Cela sonnait comme une délivrance. Ajoutant au mystère, à côté de la carte se trouvaient des croquis de nouveaux équipements d'entraînement, certains ressemblant à des appareils de résistance qui ne seraient largement vus que des décennies plus tard. En dessous, un plan détaillé d'un nouveau programme d'arts martiaux, inachevé. Ce n'était pas une lettre. Ce n'était pas une entrée de journal. C'était une déclaration épinglée négligemment dans la seule pièce que Bruce Lee avait vraiment pour lui. Un espace rempli de voitures, d'outils et de projets, les choses avec lesquelles il ne jouait pas, les choses qu'il construisait. De tous les objets trouvés dans le garage de Bruce Lee, aucun ne parlait plus fort que cette simple note. Pas un véhicule, pas une arme. Juste 6 mots d'un homme qui disait toujours plus avec moi. Des machines à l'écran, de The Green Hornet aux rues de Hong Kong. Pour les fans de Bruce Lee, la frontière entre l'homme et ses personnages a toujours été floue. Ainsi, lorsque les examinateurs de l'héritage commencèrent à cataloguer les objets dans son garage après sa mort, ce n'était pas seulement des possessions personnelles qu'ils découvrirent. C'était une histoire à l'écran, le genre de mémorabilia qui reliait ses 2 vies en tant qu'artiste martial et icône mondiale du cinéma. Ce qu'ils trouvèrent renforça une vérité, l'identité de Bruce Lee ne s'arrêtait pas lorsque les caméras cessaient de tourner. Sous une lourde toile, ils trouvèrent une grille avant noire, usée mais immédiatement reconnaissable. Elle appartenait à Black Beauty, la voiture conduite par le personnage de Lee, Kato, dans The Green Hornet. La voiture originale, une Chrysler Imperial Crown de 1966 fortement modifiée, était stockée ailleurs, mais cette grille était un accessoire de secours utilisé pour les gros plans et les photos promotionnelles. Le ruban adhésif à l'arrière portait encore l'étiquette manuscrite GBK à l'avant. À côté, une boîte de plaques d'immatriculation, certaines vierges, d'autres utilisées à l'écran, étaient marquées GH Hong Kong Tournage. Une plaque en lettres vertes délavées portait l'inscription DRGN 73. Les chercheurs pensent qu'elle fut créée pour une scène de conduite abandonnée de l'Opération Dragon. Bien que la scène n'ait jamais été incluse dans le montage final, la plaque restait, suggérant un plan cinématographique qui ne s'était jamais concrétisé. En fouillant davantage, ils découvrirent des polaroids délavés d'une Chevrolet Nova banale couverte de décalcomanie sur le thème des arts martiaux, avec une pancarte artisanale à la lunette arrière, protégée par le frelon vert. Un étrange croisement, probablement utilisé à Los Angeles comme une tactique de promotion audacieuse. La voiture elle-même fut plus tard retrouvée rouillant derrière la propriété.
Ce qui devint clair, c'est que Bruce ne se contentait pas de jouer dans des scènes de voiture, il les orchestrait. Sur le plateau de Le Jeu de la mort, il insistait, selon les rapports, pour choisir lui-même les véhicules de cascade, travaillant avec les coordinateurs pour chorégraphier jusqu'au moindre crissement de pneus. Il voulait que le mouvement, même sur 4 roues, reflète le rythme, la discipline et l'intention. Cette mentalité se prolongeait dans sa maison. Le garage n'était pas un dépotoir. C'était un musée personnel. Un mur arborait une photo en noir et blanc encadrée de lui sur le plateau de The Green Hornet, appuyé nonchalamment contre Black Beauty. En dessous, au crayon, la seule voiture que je n'ai pas eu à réparer. Pour ceux qui s'attendaient à rien d'autre que des muscles Cars ou des importations classiques, ce qu'ils trouvèrent était différent, des liens tangibles avec une légende de l'écran. La preuve que les véhicules de Bruce Lee n'étaient pas juste des accessoires ou des moyens de transport. Ils étaient des extensions de son histoire. Piste papier vers une Rolls-Royce fantôme. Bruce Lee mourut avant de pouvoir conduire l'une des additions les plus surprenantes à son héritage, une Rolls-Royce. Il n'existe aucune photo connue de lui au volant, aucune livraison confirmée. Pourtant, parmi les objets les plus inattendus trouvés dans son garage après sa mort, il y avait un dossier étiqueté Rolls RR, rempli de documents pointant vers quelque chose d'ambitieux, une berline de luxe qui n'atteignit jamais son allée. À l'intérieur du dossier se trouvaient des correspondances de concessionnaires datées du printemps 1973. Une lettre sur papier à en-tête gaufrée d'un distributeur Rolls-Royce de la côte ouest confirmait une commande personnalisée, une corniche décapotable en or champagne avec un intérieur en cuir crème et des garnitures en noyer. Livraison estimée, août 1973, quelques semaines après la mort de Bruce Lee. Un autre document révélait un virement bancaire de $2000, soit environ $14 000 aujourd'hui, effectué pour sécuriser la commande. Les documents semblaient routiniers, mais leurs implications ne l'étaient pas. Bruce Lee, un homme qui avait grandi dans une Hong Kong ouvrière, était sur le point de posséder l'une des voitures les plus exclusives au monde. Pour certains, c'était un choc. Une Rolls-Royce ne correspondait pas au récit de l'artiste martial discipliné et minimaliste. Mais pour d'autres, cela avait du sens. En 1973, Lee était une star internationale avec plusieurs contrats de films, des endorsements et des projets commerciaux en cours. Il était prêt à franchir un cap, pas seulement au cinéma, mais en termes de statut. La Rolls n'était pas juste une voiture. C'était une déclaration, Bruce Lee était arrivé au sommet et comptait y rester. Ce serait sa première voiture de luxe britannique, son achat le plus extravagant à ce jour. Mais le véhicule ne fut jamais livré. Sa mort soudaine stoppa tout. Les documents restèrent intacts pendant des années, enfouis sous des formulaires de licence et une pile de magazines automobiles. Le garage lui-même devint la dernière trace de ce plan non réalisé. Personne n'annula la commande. Aucun remboursement ne fut traité. Le dossier s'arrêta simplement. Et c'est ce qui rendait cette découverte si captivante. Ce n'était pas juste une voiture fantôme. C'était un aperçu de ce qui aurait pu être une vie différente, une carrière plus longue, une présence plus puissante à Hollywood. S'il avait vécu, Bruce Lee aurait peut-être été photographié descendant d'une Rolls, côte à côte avec les stars qui doutaient autrefois de lui. Au lieu de cela, tout ce qui restait était la paperasse. Et pour ceux qui ouvrirent ce garage, ces pages silencieuses furent peut-être la découverte la plus bruyante de toutes. Outils, équipements d'entraînement et la science de la vitesse. Alors que les voitures dans le garage de Bruce Lee révélaient son goût pour la précision et la prestance, c'étaient les outils sur les bancs latéraux et dans les caisses de rangement qui racontaient une histoire plus profonde. Une étagère, encore soigneusement organisée, contenait des lampes de synchronisation, des kits de réglage de carburateur et des jauges de pneus, tous de qualité supérieure. Ce n'était pas une possession de voiture occasionnelle. Bruce était pratique. Selon les récits de la famille, il aimait modifier lui-même les performances du moteur, en particulier avec sa Mercedes-Benz 350 SL, qu'il était connu pour régler régulièrement. Mais à quelques centimètres de ses outils automobiles se trouvait autre chose. Des nunchakus faits sur mesure, des bandes de résistance avec des notes d'étalonnage manuscrites, et de petits poids à main gravés des initiales BL. Le contraste était frappant. Son garage n'était pas seulement dédié à la conduite rapide. Il s'agissait de mieux bouger. Que ce soit pour les arts martiaux ou la mécanique automobile, Bruce abordait les deux avec la même philosophie, maîtriser les fondamentaux, puis aller au-delà. Une des caisses contenait des appareils d'entraînement expérimentaux fabriqués à partir de pièces de voitures récupérées. Un amortisseur converti, soudé à une plaque de base, était étiqueté « test de prise ».
À côté, des croquis de machines de résistance pour les membres, des années en avance sur leur temps. Sur un mur était accroché un tableau blanc avec des notations à peine visibles sous des titres comme « vitesse »,« efficacité » et « contrôle total ». La moitié du tableau concernait la mécanique du corps, l'autre moitié les rapports de couple des véhicules. Il était clair que Bruce ne séparait pas ces domaines. Il étudiait comment un corps bougeait et comment une machine répondait avec la même intensité. Puis vint quelque chose de plus obscur. Un autocollant froissé collé sur l'aile rouillée d'une vieille Chevrolet Nova garée dans le coin arrière du garage. Il disait « protégé par le frelon vert ». C'était à la fois humoristique et cryptique. Était-ce utilisé dans une cascade, un clin d'œil à son personnage de Kato, ou simplement une blague privée? Quoi qu'il en soit, cela ajoutait de la texture à cet espace par ailleurs méthodique. Le garage de Bruce Lee, selon tous les témoignages, n'était pas une collection passive. C'était un atelier, un laboratoire, un dojo avec un bloc moteur. Tout ce qui s'y trouvait reflétait un esprit constamment en train de tester, d'ajuster et d'essayer encore. Pour un homme obsédé par le mouvement, humain ou mécanique, les outils qu'il laissa derrière lui étaient plus que des restes. Ils étaient les traces d'un processus, d'un système, d'une quête de quelque chose de plus rapide, de meilleur, de plus raffiné, pas seulement dans la rue, mais en lui-même. Pourquoi ce qui fut trouvé laisse encore tout le monde sans voix? Des années ont passé depuis que le garage de Bruce Lee a été ouvert, mais ce qui y fut trouvé continue de susciter la curiosité. Pas à cause de sa valeur financière, bien que certains objets soient probablement inestimables, mais à cause de ce qu'ils révèlent sur l'homme derrière la légende. Ce n'était pas le garage d'un collectionneur de célébrités. Il n'y avait pas de rangée de voitures exotiques polies pour un showroom. Il n'y avait pas d'affichage prétentieux. Au lieu de cela, ce qui émergea était un espace profondément personnel qui reflétait le monde intérieur de Bruce Lee, en partie performance, en partie expérimentation, en partie rébellion. La Mercedes-Benz 350 SL rouge n'était pas simplement une belle voiture. C'était une expression calculée de statut dans une industrie qui remettait constamment en question sa valeur. L'achat avorté de la Porsche nous disait qu'il valorisait le contrôle plutôt que la tendance. La commande présumée d'une Rolls-Royce révélait où il pensait se diriger, dans les hautes sphères d'Hollywood, non pas en tant qu'invité, mais en tant que père. Puis il y avait les découvertes plus subtiles, les poids sur mesure, les équipements d'entraînement, les notes d'atelier, tous pointant vers un homme sans interrupteur d'arrêt. Le garage de Bruce Lee n'était pas un lieu où il s'échappait du monde. C'était là qu'il construisait des outils pour l'affronter. Et peut-être est-ce pourquoi la note manuscrite « J'ai tout laissé là-dedans » résonne si fort. Il savait ce qu'il faisait. Il a laissé une trace, intentionnelle ou non, et maintenant cette trace est étudiée comme une écriture sainte. Chaque voiture, chaque outil, chaque schéma taché ou post-it griffonné ajoute une ligne à l'histoire plus large de ce que Bruce Lee était en train de devenir. C'est le pouvoir durable de ce qui fut découvert après sa mort. Pas l'éclat, mais le cadre. Pas seulement la vitesse, mais la direction. Même aujourd'hui, ceux qui ont vu de près le contenu de son garage peinent à expliquer pourquoi cela frappe si fort. Peut-être parce que nous voyons rarement des légendes en cours, en pause, inachevées, avec des boulons non vissés et des idées à mi-chemin. Peut-être parce que nous avons vu le produit fini à l'écran, mais ici, nous avons vu l'atelier. Ou peut-être simplement que Bruce Lee était, comme toujours, 10 pas en avant. Le garage n'était jamais seulement à propos des véhicules. Il s'agissait de mouvements, que ce soit à travers l'espace, le statut ou la philosophie. Ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas une collection. C'était de l'élan. Si Bruce Lee avait vécu, à quoi ressemblerait sa collection de voitures aujourd'hui? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.